Lors de notre road trip sur la côte Est, nous avons passé au total 2 jours et demi à Washington DC, et c'était bien loin d'être suffisant pour faire le tour de tout ce que cette ville a à offrir. Parce que c'est le plus symbolique, nous avons commencé par le National Mall. Nous avons eu la chance de pouvoir en faire le tour sous un grand soleil, et rien que cette promenade-là nous a occupé toute l'après-midi. Tous les bâtiments sont super imposants, mais le plus imposant d'entre tous reste le Capitole. Il y avait vraiment peu de monde en cette fin février et c'était agréable de pouvoir déambuler là. On y reviendra plus tard, mais c'était particulier de se retrouver au milieu de ces bâtiments qu'on avait vus surtout dans des films ou des reportages. Le fait que presque tout soit démesuré, en pierre claire et dans un style antiquisant, donne une impression de monumentalité froide. D'ailleurs, sur le moment, nous avons pas mal discuté du fait que dans les civilisations occidentales, les références antiques restent les bases utilisées pour affirmer un sentiment de puissance. Ces monuments sont tous gratuits, à l'exception du Washington Monument, qui coûte 2$ à réserver sur internet. Voilà, on est là. Et en vérité, ça me fait un drôle d'effet. Et ça fait plusieurs fois que je me le dis. On est au milieu d'un décor de cinéma. Tout ça par moments, j'ai l'impression que c'est pas vrai, que je suis dans un film. En fait, tout ce qu'on a vu ici, on l'a essentiellement vu dans des films, dans Mars Attack, par exemple. Très récemment, j'ai revu, et j'ai une distorsion cognitive en fait, une dissonance, appelez ça comme vous voulez. Du mal à croire que je suis vraiment là. Comme on a toujours de la chance, il y avait des travaux sur le Lincoln Monument et le Jefferson Monument. À côté de tous ces éléments super imposants, c'est la Maison Blanche qui nous a semblé toute petite. Et comme l'Élysée en France, on ne peut pas s'en approcher. Par contre, on peut se garer directement sur le mall et venir en voiture aux abords des monuments. Washington de nuit, c'est vraiment très peu éclairé, et ça change totalement l'impression que donne la ville. On a parlé sur le moment du cliché Paris ville lumière, et ce qui était pour nous une évidence, un éclairage public puissant, ne l'était pas ici. Si on veut manger directement sur le National Mall, c'est dans les food trucks, et nous n'avons pas osé. On a un peu reculé en direction du wharf pour essayer de trouver autre chose, et avons fini par manger un fish and chips sur les quais en regardant les bateaux. Ce petit quartier est chouette pour y manger. Après c'est comme au Canada, les gens ici mangent vers 18h et on a toujours du mal à s'y faire. De manière générale dans la ville, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Mais on a croisé énormément de personnes en costume ou en tailleur avec des cartes d'accréditation et d'énormes voitures noires. Quel écart avec le nord de l'état de New York. Les gens ici se déplacent avec l'attitude de ceux qui savent pourquoi ils sont là, des gens pressés. Pour le reste, nous avons essentiellement passé notre temps dans les musées. Les musées du National Mall appartiennent principalement au gouvernement fédéral des États-Unis. Ils sont sous la gestion de la Smithsonian Institution. L'idée de la création de cette institution est née du legs testamentaire d'un scientifique et homme d'État britannique, James Smythson, en 1826. Ce dernier, qui n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis, a légué sa fortune à son neveu avec l'instruction de créer un établissement destiné à la diffusion et l'accroissement des connaissances entre les hommes. Les musées sont donc gratuits, mais attention, ils ne sont quasiment jamais traduits, si ce n'est parfois en espagnol. Le Musée national de l'air et de l'espace possède une grande collection d'aéronefs historiques, d'engins spatiaux et d'objets liés à l'aviation et à l'exploration spatiale. On y trouve des avions emblématiques, comme le premier avion contrôlé et motorisé des frères Wright. On peut entrer dans les cockpits de certains avions conservés, et c'est ce qui rend l'exposition très interactive. Le musée expose également des engins spatiaux historiques, notamment le module de commande de la mission Apollo 11 qui a emmené les premiers hommes sur la Lune en 1969. Il y a également un grand nombre d'expositions, par exemple sur les records de vitesse ou l'astronomie. C'est un musée très riche. Cependant, en février 2024, une bonne partie était en travaux. Le musée d'histoire naturelle est le musée dans lequel nous avons passé le moins de temps. Et pourtant, comme les autres, il y a de quoi y passer la journée entière. Nous sommes concentrés sur le rez-de-chaussée, en particulier les fossiles. Les collections comprennent une vaste gamme de spécimens, allant des squelettes de dinosaures aux microfossiles minuscules. Nous avons vu des squelettes de Triceratops ou encore de stégosaures. Il y a également des fossiles de mammifères anciens, d'invertébrés marins, de plantes fossilisées que nous n'avions jamais vues ni à Oxford ni à Paris. Nous avons également fait un détour rapide par la partie consacrée aux animaux marins. Le musée de l'histoire américaine nous a captivés. Il est organisé par thématique et non par ordre chronologique. Il y a de nombreuses expositions différentes. Certaines expositions du musée sont financées par des fondations privées ou sont même parfois commanditées par les entreprises elles-mêmes. Donc on sait aussi que la direction artistique de l'exposition n'est pas toujours neutre.
American Democracy est la première exposition que nous ayons faite. Elle présente de nombreux objets en lien avec la construction démocratique aux États-Unis et présente aussi les différentes étapes de cette construction, en passant par les contestations ou le merchandising électoral. Nous sommes venus 2 fois voir America on the Move, car la première fois nous l'avions fait au pas de course et même comme ça, nous n'avons pas réussi à tout faire. Elle présente l'évolution des modes de transport et leur impact sur la société américaine. De la diligence au train, en passant par la voiture et le camping-car. Ce qui la rend impressionnante, c'est l'immersion que l'on ressent grâce aux véhicules dans des mises en scène diverses à taille réelle. Elle montre clairement l'importance des transports dans l'expansion de la frontière américaine, la croissance des villes et le développement de l'économie nationale. Et aborde également les questions liées aux discriminations raciales. American Enterprise présente les évolutions du commerce, de l'entrepreneuriat et du capitalisme américain. On passe par les débuts du commerce colonial, l'émergence de l'industrialisation, les mouvements sociaux et économiques du XXe siècle, ainsi que les récents développements technologiques et commerciaux. Nous avons aussi fait l'exposition Bon Appétit Food Exhibition. Cette exposition explore les habitudes alimentaires de la société américaine. Elle présente de nombreux objets, en particulier des affiches publicitaires et des robots ménagers. Elle a eu tendance à me tourner sur le cœur, je sais pas si c'est la nourriture en plastique qui me fait ça. Par contre, c'était drôle d'y constater l'influence de la France et l'image que cette dernière peut avoir. Music, Sports and Entertainment History est, pour un non-américain, l'expo qui résonnait le plus et le moins. C'était drôle de se trouver à la fois au milieu de références culturelles que nous connaissions, car le soft power américain avait fait son œuvre, et aussi au milieu d'extraits de films ou d'accessoires issus de monuments de la pop culture américaine dont nous n'avions même pas idée de l'existence. Et de constater sur pièce à quel point la culture du divertissement a infusé notre consommation actuelle. L'expo First Ladies of America donne un aperçu du rôle des premières dames aux États-Unis en présentant les femmes qui ont occupé cette position, explorant leurs contributions politiques, sociales et culturelles. L'exposition Disney est une coïncidence drôle. Nous sommes allés dans ce musée avant et après notre passage à Disney World. Et nous n'avions même pas vu la première fois qu'il y avait cette exposition. Elle est à la fois intéressante et frustrante, en cela qu'elle promet d'étudier les représentations des États-Unis dans les parcs Disney, et elle est très légère sur ce point. Par contre, elle montre bien les mutations des parcs au gré des évolutions de la société américaine. La première chose qui nous a marqué au Museum of the Indian American, c'est que ce bâtiment ressemblait clairement au musée de l'histoire du Canada. Impression fondée, puisque c'est le même architecte qui l'a dessiné. C'est le musée qui nous a fait le plus d'effet. Partiellement car l'histoire et la situation actuelle des autochtones sont des angles morts de la culture historique française, et également parce que toute l'exposition sur les traités, dont certains sont toujours en vigueur, montre à quel point ces populations ont eu à souffrir du comportement des colons européens. Et c'était souvent difficile à visiter, même si elle se termine sur un message d'espoir. Ce qui était également intéressant, c'était l'exposition sur l'utilisation des images des autochtones par les marques ou les campagnes de communication, qui fait s'interroger sur cette dualité, mais aussi sur l'exotisation des premiers peuples. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, en tant qu'Européens, nous avons à l'esprit une esthétique très particulière quand on se représente les premiers peuples américains. Elle est souvent issue de ces images publicitaires. Quoi qu'il en soit, ce musée est un immanquable. Nous avons aussi fait un passage par le jardin des sculptures, pour apercevoir, entre autres, une entrée de métro parisienne et une patinoire réfrigérée par 17 degrés. Nous avons mangé dans 2 cafétérias des musées. Si la nourriture y est bonne, la quantité pour $30 pour 2 y est clairement ridicule. Un peu dommage. Il y avait encore beaucoup de musées à faire et nous n'avons même pas fait le tour de ceux que nous avons visités. Washington a énormément à offrir et le fait que les musées du mall soient gratuits est très appréciable lors d'un voyage.